Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Autre rencontre entre François Legault et Justin Trudeau en ce qui concerne l'immigration. Et ce qui ressort de ça, entre autres, c'est cette offre d'Ottawa de 750 millions pour compenser les coûts reliés à l'accueil des demandeurs d'asile. Québec, initialement, voulait 1 milliard. De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu. Bonjour. Alors, qui ressort gagnant de cette rencontre-là? Justin Trudeau. Il faut quand même être sérieux, c'est-à-dire... François Legault avait fixé, parce qu'il faut faire l'histoire des revendications de François Legault pour comprendre ce dont il est question. Il nous dit, il y a à peu près 1 an environ, un peu moins, il dit, si on récupère pas la réunification familiale, et plus largement tous les pouvoirs en immigration, le Québec est condamné à sa louisianisation. Ça veut dire la mise en minorité culturelle des Québécois francophones chez eux, puis à la fin, la folklorisation du peuple québécois. François Legault qui dit ça, pas Mathieu Bock-Côté, mais François Legault. François Legault dit aussi, il nous faut tous les pouvoirs en immigration. Ottawa doit comprendre, puis si Ottawa comprend pas, on va faire un référendum sur l'immigration pour forcer Ottawa à tenir compte des revendications des Québécois en créant un rapport de force avec Ottawa. François Legault va voir Justin Trudeau et il sort de là premièrement avec quoi? Une besace moins remplie qu'il ne l'espérait, puis je précise que le milliard demandé n'était pas exagérément élevé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était ce milliard-là? Ce n'est rien d'autre que les coûts assumés par l'État québécois pour gérer les conséquences néfastes de la politique d'immigration fédérale, surtout en matière de demandeurs d'asile, comme on dit aujourd'hui, ceux qui réclament ce titre pour s'installer ici. On ne demandait pas 1 milliard au Québec dans le vide. On demandait ça. Ottawa dit non, pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les circonstances? François Legault dit, il fait semblant d'être heureux. Il dit, on en a quand même un peu, on n'a pas tout ce qu'on souhaitait, mais on en a quand même un peu. Il va plus loin. Il nous dit, bon, on demandait qu'Ottawa baisse très significativement l'immigration temporaire. Ottawa nous a dit qu'ils nous comprenaient. Ils nous comprennent, mais ils fixent pas de chiffres, ils fixent pas d'objectifs, mais ils nous comprennent. Ah ben, il y a de quoi être heureux, hein. Et puis, il nous dit, ça c'est pas mal, il dit « Je ne doute pas que tôt ou tard, on comprendra que le Québec doit avoir les pleins pouvoirs en matière d'immigration. » Ben, très bien, mais en attendant, il n'y a pas les pleins pouvoirs en matière d'immigration, il n'y en a pas arraché un de plus. Donc, que s'est-il passé? C'est que si François Legault avait été jugé, enfin, avait décidé d'être conforme aux attentes qu'il avait fixées lui-même, il serait obligé aujourd'hui d'aller en référendum, comme je l'ai dit. Il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait. Il y aurait eu 70% pour le oui, autour d'une question comme celle-là, le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration, je ne doute pas que 70-75%, disons 70%. Et là, qu'est-ce qui se passe si Ottawa dit non? Il crée une crise qui ne peut que se retourner contre celui qui s'est installé vraiment dans l'entre-deux chaises du ni souverainiste ni fédéraliste, bien au contraire d'ailleurs. J'ai eu une opinion sur cette question. Et là, mais donc, il est obligé pour ne pas avoir à aller en référendum, pour ne pas tenir compte. J'ajoute, parce que si on n'a pas les pleins pouvoirs, on disparaît comme peuple. C'est quand même François Legault qui parle de ça. Eh bien, pour ne pas faire ça, il est obligé de dire que le petit tas de miettes qu'il a réussi à accumuler, là, ben, c'est un gros trésor de pirates. Mais il n'y a pas eu le gros trésor de pirates. C'est un petit tas de miettes qui rassemble. On réussit, on paye même pas ses dépenses. C'est quand même pas mal. C'est comme si je fais un travail pour quelqu'un. Cette personne-là me paye aux 3/4 de ce qu'il me doit et puis je suis censé dire merci parce que tu m'as quand même donné quelque chose. Non, mais c'est formidable. En plus, cet homme-là est comptable. Pardon, il y a quelque chose d'un peu étonnant dans ce raisonnement. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? C'est un homme politique, François Legault, qui est prisonnier de la censure qu'il croit nécessaire autour de tout ce qui touche à la question de l'indépendance et de la souveraineté. Parce que si François Legault, tel un Robert Bourassa rusé, disait « Si vous me forcez à faire ça, si vous comprenez pas, Ottawa, moi, il y a une pression derrière moi. » Une pression, ce qui est le pire là-dedans, c'est que François Legault, on le sait, n'est pas hostile à l'indépendance au fond de lui-même. On le sait, tout le monde l'a compris, Oui, mais il n'est pas capable de gérer. Mathieu, c'est refoulé bien loin. Mais c'est...
pas si loin que ça, je pense. Moi, je pense qu'on est vraiment... moi, je pense qu'on est devant... Tu sais, il fut un temps où il y avait des orientations sexuelles qui se vivaient dans le placard. Mais je pense qu'il y a des orientations politiques qui se vivent dans le placard aujourd'hui. Notre ami François Legault est un closet souverainiste. C'est un souverainiste dans le placard qui attend le moment de faire son coming out, mais qui veut pas décevoir ses chums de gars. Hein, c'est-à-dire... Fitzgibbon, Girard et puis Dubé, il veut pas les décevoir en leur disant « Hey les gars, pas dans la même équipe. » parce qu'il sait que là, ces chums de gars, ils vont dire hey, pas sérieux ton affaire. Là. Et là, il est bien gêné. Et par ailleurs, il sait qu'il risque de le quitter parce que ces chums de gars vont dire on fait pas affaire avec un gars qui pense des choses de même. Donc moi, ce que je vois là-dedans, c'est une scène assez particulière. C'est un François Legault qui, pour maintenir politiquement sa coalition, est obligé d'aller toujours plus profondément contre ses affects et ses convictions. À la rigueur, c'était possible quand la question nationale était hors circuit, quand les Québécois débattaient du modèle québécois, du Québec lucide, et puis les suites de la crise étudiante. Mais là, quand la question nationale est partout présente, c'est beaucoup plus difficile de refouler ainsi. Donc, il ne sait pas comment gérer cela. Puis en matière, tout ce qui touche à la question nationale aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? François Legault est pris finalement être dans une politique de refoulement permanent de ses propres convictions. Or, moi, comme plusieurs, je pense que François Legault n'est jamais aussi efficace que lorsqu'il est en connexion avec les Québécois, avec lui-même, en fait. Lorsqu'il n'est pas occupé à refouler son authenticité, il réussit à rejoindre les Québécois d'assez belle manière. On l'a vu dans le débat sur la laïcité. Et là, aujourd'hui, il est dans le refoulement. Ça fait quand il revient d'Ottawa avec sa petite besace, hein, on y a rapporté une partie des frais sont remboursés, mais pas complètement. Les pouvoirs réclamés, il les aura pas. Mais il s'est fait dire par mon oncle Ottawa, on va tenir compte de tes demandes. Tu reviendras, on en reparlera. C'est toujours ça de prix. C'est ça. Toujours ça de prix, c'est pas grand-chose dans les circonstances. C'est la victoire de Justin Trudeau, qui lui ne claironne pas pour ne pas alimenter le sentiment national au Québec, et François Legault qui fait semblant que lui a gagné quelque chose, et qui le répète pour ne pas avoir à constater que c'est un échec, ce qui favoriserait le mouvement nationaliste. C'est pas un quiproquo, en fait. On est dans une espèce de double mensonge mis en scène médiatiquement pour nous faire croire que finalement, tout n'est pas une catastrophe pour le Québec. Et Québec, Mathieu, a quand même créé un comité pour augmenter son autonomie dans le Canada. Non, mais ça, c'est assez particulier. On en parlait d'hier avec Patrick Taillon. C'est le comité autonomie. Alors, qu'est-ce que c'est le comité autonomie? Ça consiste, c'est-à-dire, c'est piloté notamment par un type très brillant, Guillaume Rousseau, un type pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui est professeur en droit à l'Université de Sherbrooke, qui est pas seul là-dedans, il y a Luc Godbout, il y en a d'autres. Or, ce comité, encore une fois, mais c'est du Legault. Ça repose sur cette idée que vous pouvez explorer toutes les possibilités inexplorées de la Constitution canadienne pour augmenter l'autonomie du Québec, mais vous ne devez jamais envisager la possibilité d'une démarche référendaire qui nous conduirait à l'indépendance. Ça, c'est non. Mais on va chercher à redéfinir l'autonomisme. Mais là, il y a quelque chose là-dedans qui fait davantage penser à Philippe Couillard qu'à François Legault. C'est-à-dire, Philippe Couillard avait établi un rapport, c'est le manifeste de son parti sur la question nationale, c'était Québécois, notre manière d'être Canadien. Et dans ce rapport, Philippe Couillard disait, c'était pas le seul d'ailleurs, c'était son parti qui disait, on va construire une autonomie peu à peu dans le Canada, mais le principe de base, c'est que jamais on remet en question le lien canadien. Le lien canadien est inconditionnel et dans ce cadre, on va chercher à augmenter l'autonomie du Québec par des accords administratifs, par des demandes constitutionnelles qui vont peut-être recevoir une réponse en 2527, puis là, on sera heureux, hein, nos petits enfants vont être heureux, mais sur le fond des choses, c'est une forme d'autonomisme, mais qui présuppose une adhésion inconditionnelle au Canada. François Legault est un peu là-dedans, alors qu'il y a d'autres traditions en ces matières au Québec. Il y a l'indépendantisme, mais il n'y est plus pour l'instant, il y reviendra. L'autonomisme dans l'histoire du Québec, ça consistait à dire Ottawa, voilà la proposition dont le Québec à laquelle vous devez répondre, qui vient du Québec, qui permet au Québec de vivre son autonomie, son identité dans le Canada, sans pour autant aller jusqu'à l'indépendance. C'est pas la position d'un indépendantiste comme moi, mais c'est une position qui est compréhensible pour quelqu'un qui veut maintenir le lien canadien. Mais il y a un prix là-dedans, c'est que si Ottawa ne comprend pas, n'accepte pas, il y a un seuil de rupture. Donc, ça force Ottawa à comprendre un petit peu. Mais là, il n'y a plus de seuil de rupture. Donc, on est devant des gens qui disent, une fois qu'on est dans le Canada pour de bon jusqu'à la fin des temps, là, on va chercher à augmenter un peu notre autonomie là-dedans. Mais si on ne l'a pas, c'est pas grave, parce que puisqu'on n'a plus de demandes concrètes, puisqu'on n'a plus un package constitutionnel auquel il faut répondre,
ben, on ne risque pas l'échec. C'est génial dans la vie. Si tu te fixes pas d'objectif, tu risques pas l'échec. C'est le gars qui dit, je vais faire un régime, mais je me fixe pas d'objectif. Bon, ben, son régime est éternel. Moi, comme je dis, c'est le gars qui est au régime depuis 43 ans. Hein, il n'y a pas de conséquences. À un moment donné, il peut être au régime. Ça donne pas de conséquences. C'est pas dit, d'ici 6 mois, il faut que j'ai perdu 30 livres. D'ici 1 an, il faut que j'en ai perdu 60. Ah non, mais t'es encore au régime, toi? Ouais. Tous les jours, je fais un effort. Tous les jours, je fais un effort. Ça donne-tu des résultats? Pas vraiment, mais je suis au régime quand même. Bon, ben, ça, c'est l'autonomisme du régime Legault. Pendant ce temps-là, il faut absolument se parler de ce qui se passe en France, Mathieu, parce que depuis les élections européennes, là, c'est un onde de choc, coup de poker du président français Emmanuel Macron, qui va appeler d'ailleurs les Français aux urnes. Est-ce qu'on se dirige vers l'union des différents partis de droite? Ben, à tout le moins, c'est un peu ce qu'on a devant soi en ce moment. Ça s'est passé il y a à peu près 43 minutes, là, si je me trompe pas, autour de ça. Il y a 1h13. Bon, je te résume les choses. Il y a le Rassemblement national, qui est le principal parti du Bloc national aujourd'hui, parti de droite. Ensuite, il y a Reconquête, et on va voir ce qui va arriver. C'est un parti qui était celui d'Éric Zemmour. Je sais pas s'il va l'être encore dans quelques jours, vu qu'il y a des fortes tensions dans ce parti. Et là, Reconquête dit, on veut une alliance avec le RN. Mais il y a aussi des Républicains. Ça, c'est particulier. Les Républicains, c'est le parti de la droite classique en France. C'est un parti qui, jusqu'à tout récemment, fonctionnait sur le mode du cordon sanitaire avec le Rassemblement national, en disant ah, c'est l'extrême droite, l'extrême droite, l'extrême droite, sans jamais définir ce terme, sans jamais nous expliquer c'était quoi. Donc, c'était une politique de l'injure davantage qu'une politique responsable. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, il y a, donc, à 13h, en fait, ici en France, on a vu Éric Ciotti, le président des Républicains, dire qu'il va falloir faire une alliance avec le Rassemblement national pour les élections législatives, parce qu'il faut un grand bloc national dont nous serons une composante significative, et il est important que nous en fassions partie. Il faut arrêter de faire croire qu'on est devant des fascistes. On n'est pas devant des fascistes. Il faut arrêter les conneries. Il y a de la place pour nous là-dedans. Mais au moment où il fait ça, son propre parti se divise parce qu'il y en a d'autres qui disent jamais d'alliance avec le Rassemblement national. Certains sont tentés par Emmanuel Macron là-dedans. D'autres disent non, on va poursuivre notre histoire à la manière d'un plus petit parti, mais on ne veut pas faire d'alliance, on veut conserver une indépendance absolue. Mais dans les faits, une partie importante de la droite classique vient de se rallier à la droite nationale. On le voit. Là, je te dis ça, je sais pas ce qui va en être dans 4 ou 5 heures ou en fin de journée. On verra, mais il y a une digue qui vient de rompre et les droites trop longtemps séparées par le piège de François Mitterrand sont peut-être en train de se rassembler sous nos yeux, du moins en partie. On pourra peut-être en reparler demain ou après-demain parce qu'au rythme où ça évolue, l'actualité française en ce moment, c'est sous le signe de l'ébullition. Vraiment, merci Mathieu. Bon épisode à toi. Bye bye.